ont une relation étroite avec ce qu'a dit le personnage, l'interlocuteur ou le document sonore. Ce n'est pas la peine de dire, ben, il a dit ça, mais au Costa Rica, on croit que... Non, ce n'est pas la peine. C'est juste répondre ce qu'on vous demande. Et donc, voilà. Ça, c'est juste pour la lecture des questions. C'est très important de lire les questions, souligner les mots clés. Bien, la première écoute. Repérer l'essence globale, repérer les chiffres, valider les informations que vous avez saisies au préalable lors de la lecture des questions et aussi, pourquoi pas, lancez-vous à répondre avec une houche ou en chèque, si vous voulez, quelques questions de choix multiples. Souvent, on a un air, peut-être ça peut aller, mais pas une réponse définitive, mais pour les valider lors de la première écoute. Et deuxième écoute, cela va arriver. C'est important de vous dire, les documents sonores, ils ont une durée de 6 minutes à peu près. Donc, c'est long pour nous. Et au moment de répondre, on va nous donner 5 minutes pour répondre des questions. Si je ne me trompe pas, c'est 5 minutes, Jean-Claude? Oui, à peu près, oui. Ouais. Donc, et après, du coup, sans vous dire, attention, ça va commencer la deuxième écoute. Non, ça, hop, c'est parti la deuxième écoute. Et, et ça y est, on se lance sur la compréhension détaillée du document et, et répondre avec les mots-clés. Donc, les questions ouvertes, vous allez les répondre avec les mots-clés qu'il y a dans la question qu'on vient de vous poser. Et attention aux chiffres, attention aux acronymes. Souvent, il y a des acronymes. Pour ça, c'est très important de lire la question. Comme ça, vous avez sur les yeux déjà quels sont les possibles acronymes que vous allez entendre et à identifier bien les sons. Et quoi encore? Si vous ne comprenez une phrase et si vous ne comprenez pas une question, allez répondre dans les contextes. N'essayez pas de répondre juste avec... Non, essayez de répondre avec les contextes de ce que vous avez compris. Et ne vous inquiétez pas, ça va aller très bien. Voilà, Ok, ça y est. je vais te poser une question. Bon, c'est surtout une chose qui m'inquiète, c'est que quand on est en train de faire ce type de preuve, il n'y a pas beaucoup d'acoustique, on dit, une bonne acoustique à l'Alliance, et vraiment, il y a beaucoup de sons externes qui ne permettent pas bien l'entendre. C'est ça qui m'en fait énormément. Alors, il y a, un morceau du tableau que je ne vous avais pas montré, justement, pour ça. Parce que je m'attendais à ce que tu poses la question, enfin pas toi, mais quelqu'un. Regardez à la deuxième ligne ici. Peut extraire des détails précis d'une annonce publique émise dans de mauvaises conditions et déformée par la sonorisation. Par exemple, des annonces publiques dans une gare, un stade, etc. C'est-à-dire que ça fait partie, ça aussi. Alors, je ne dis pas que l'Alliance, ça fait exprès de faire une mauvaise sonorisation et d'avoir des klaxons dans la rue pour correspondre au descripteur du DALF. Bon. Mais en tout cas, ça fait partie des obstacles que vous avez à surmonter. Mais ce sont des obstacles horribles. Hein. Oui, 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 oui. Mais je t'assure que quand moi, je parle au téléphone en espagnol avec quelqu'un qui parle très vite et qui a du bruit, qui a le train qui passe à côté, je te garantis que pour moi, c'est une super épreuve C1. C'est les conditions réelles. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que vous êtes dans l'autonomie, donc dans les conditions réelles, sujet abstrait, complexe, avec n'importe quel type de personne, dans n'importe quel type de conditions. Merci. Donc, il faut s'exercer effectivement à entendre. Alors, vous voyez, ça, c'est la deuxième partie que je ne vous avais pas montré tout de suite parce que je voulais justement qu'on arrive à ce que tu disais, Cindy. Deuxième partie, donc, peut suivre la plupart des conférences, discussions et débats avec assez d'aisance. Est-ce que dans un débat,
je ne sais pas, un débat politique au Costa Rica. Est-ce que les gens attendent chacun leur tour de parole et puis une fois qu'il y en a un qui s'est arrêté, il y en a un autre qui parle? Ou bien est-ce que tout le monde parle en même temps? Je crois que tout le monde parle. Ça dépend des règles parce que parfois il y a des débats. S'il y a un conducteur du débat, Oui. il établit les limites. Et oui, si le débat commence, normalement, oui, et on écoute et après il répond. Mais parfois, en attendant le débat, ah non, 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 écoute, ce que tu as dit, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois que c'est ça. Et non, écoute, non. Et ça commence à bouleverser le débat et ça commence à devenir un petit bordel. Mais c'est vrai, ça. Ça dépend même de la chaleur du débat, je crois. Oui, 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 effectivement. C'est vrai qu'on peut avoir un débat avec des règles très précises, mais souvent, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, comme là, par exemple, ce qui arrive en ce moment. Et ça fait partie des discussions. D'accord? Alors, on en a parlé de la sonorisation. Vous voyez aussi, peut comprendre des informations techniques complexes. On retrouve le mot complexe, l'adjectif complexe, tels que des modes d'emploi, des spécialisations, des spécifications. Je vais y arriver. Techniques pour un produit ou un service. Peut comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé. D'accord? Matériel enregistré ou radiodiffusé, c'est pour ça qu'il faut que vous écoutiez la radio. Absolument. On verra à la fin quel type de radio. Y compris en langue. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Nelly, est-ce que vous pourriez fermer le micro, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Ah non. Oui, voilà. Voilà. Peut comprendre une gamme étendue de matériel enregistré ou radiodiffusé, y compris en langue non standard. Jusqu'à présent, vous avez travaillé avec de la langue standard. Hein, le DELF, c'est de la langue standard. Là, c'est de la langue aussi non standard. Vous pouvez avoir des expressions familières, des expressions idiomatiques, vous pouvez avoir de l'argot, et vous pouvez avoir aussi des intonations, des prononciations différentes. Hein, c'est pour ça que n'ayez pas peur, de toute façon. N'ayez pas peur. C'est comme pour un étranger qui apprend l'espagnol de Madrid et qui se retrouve au Costa Rica. Je vous assure que c'est la même chose. Ouais, mais écoute, Jean-Claude, par exemple, j'ai écouté un dialogue, je crois que c'est avec des chitis. Et oh mon Dieu, je n'ai pas compris rien. Moi non plus. Ouais, imagine-toi, mais ça c'est vraiment c'est formidable parce qu'on est habitué, je crois, jusqu'à B2 au français standard. Oui. Et arriver aux situations, dans ces contextes, d'écouter deux personnes qui ont dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils parlent ?» Ils parlent français parce que j'écoute certains mots, mais c'est comme quand on parle avec des copains en espagnol et on utilise des mots que vous ne connaissez pas, alors vous disiez « Ouf, mais quoi que c'est ça ?» Mais ça, c'est intéressant, je crois. Oui, 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 Maï. Mais c'est vrai, mais aussi quand on est très précis, on est très stressé parce qu'on doit tout comprendre, c'est vraiment très difficile. Mais quand on est relaxé, on commence à comprendre tout, même si on ne connaît pas les mots. Ça, c'est bizarre. Exactement. Il ne s'agit pas de tout comprendre. C'est Oui. justement là l'idée. Il ne faut pas tout comprendre. Il faut être capable d'inférer, de déduire. Ça, je ne comprends pas. Mais le contexte me permet de le comprendre. Oui. C'est pour ça que pour l'examen, il faut boire 5 thés de Tilo. Comme ça, on est relaxé, on peut bien comprendre. Mais vraiment, chacun ses techniques. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, Okay, non, mais, voilà. En tout cas, vous n'allez pas avoir, on ne va pas vous donner un dialogue pris dans la banlieue de Paris entre des bandes de loupards. Évidemment, on ne va pas faire ça. Mais il peut y avoir des mots qui arrivent à certains moments. C'est tout. Ça ne va pas être quelque chose de complètement
obscur, hein, de complètement nouveau. Simplement, il peut y avoir des expressions par-ci, par-là que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. La réaction quand on est un petit peu débutant, on se dit « Oh là là, je ne maîtrise pas et ça doit être important ». Ce n'est pas forcément important. On peut passer. L'essentiel, c'est de comprendre le sens global. D'accord? Dédramatiser, comprendre le sens global de ce qui va vous être proposé. Mais identifier des détails qui peuvent être importants, hein, incluant l'implicite des attitudes et des relations des interlocuteurs. N'oubliez pas que de toute façon, le DALF, c'est sur 100 points et que vous avez le DALF à partir de 50. Donc, ça signifie qu'il y a encore 50 que peut-être vous ne comprenez pas. C'est ça, quoi. Hein. C'est pas si grave que ça. On n'exige pas que vous compreniez tout. C'est pas 100%. Hein. D'accord? C'est 50% minimum. Donc, no stress. Alors là, on a vu donc la brillante présentation de José David qui vous a tout expliqué. Alors, maintenant, je voudrais vous donner quelques éléments, quelques radios qui peuvent vous être utiles. On a une grande chance maintenant, c'est que sur Internet, on peut tout voir, on peut tout entendre, c'est extrêmement facile. Et c'est gratuit. Alors, je vous conseille beaucoup d'aller sur les radios de ce qu'on appelle Radio France, c'est-à-dire France Info, RFI, France Culture, France Inter. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ça fait partie des radios françaises de l'État, mais c'est simplement parce que, souvent, les extraits sonores vont être sortis de France Info ou de France Culture ou de France Inter, très souvent, ce qu'on va vous proposer au DALF. Deuxièmement, parce que si on les choisit dans ces radios, c'est parce qu'elles sont... c'est souvent parce qu'il y a du contenu un peu sérieux, qu'il y a des choses qui permettent de réfléchir et qu'il y a un niveau de langue qui est assez élevé, avec souvent justement plusieurs interlocuteurs. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'habituer votre oreille au rythme, d'habituer votre oreille au son, d'habituer votre oreille à la façon de faire de ces radios, à partir desquelles, souvent, vous allez avoir les exercices qui vous seront proposés. Alors, les 4 premières, donc, ce sont des radios. Alors, France Info, radio de l'information, avec l'information régulière, hein, et puis des petits reportages. C'est très intéressant parce que ces petits reportages durent 3, 4 minutes, 5 minutes, donc exactement la durée qu'on va vous proposer pour l'épreuve du DALF. RFI, ce qui est intéressant, c'est que c'est Radio France Internationale, donc vous allez entendre des accents différents. Vous allez entendre des accents canadiens, souvent africains, etc. Donc ça va vous habituer aussi à écouter, à diversifier un petit peu l'origine des sons francophones que vous entendez. France Culture, parce que sur France Culture, vous avez souvent des sujets très approfondis. Et il y a beaucoup de sujets de DALF qui viennent de France Culture. Et puis France Inter, parce que c'est généraliste, et donc vous avez une diversité de programmes qui peut vous permettre d'avoir une culture générale plus large du monde francophone. D'accord? Donc chaque radio ici a sa spécificité. Moi, ce que je vous conseille, vous écoutez ça de temps en temps, même en vous douchant par exemple, ou en faisant la cuisine, ou en conduisant. C'est pas nécessaire que vous ayez une écoute active, attentive, systématique, mais c'est pour vous habituer à un rythme, pour vous habituer à des intonations. D'accord? Donc ça ne nécessite pas forcément une écoute très approfondie. OK? Et ce que je vous propose après, c'est le TV5 Monde, avec 2 applications que je vous conseille vraiment d'avoir, même comme prof.
c'est enseigner avec TV5 Monde. Vous tapez sur Internet, enseigner avec TV5 Monde et vous allez le trouver. Et puis, il y a apprendre avec TV5 Monde. Ce sont des applications qu'on peut trouver sur ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur téléphone portable. On verra à la fin, j'espère avoir le temps pour vous présenter un petit peu enseigner avec TV5 Monde et apprendre avec TV5 Monde. Là, la différence, c'est que vous allez avoir le son et l'image, alors que pour la compréhension orale, évidemment, c'est que le son et donc plutôt les radios, mais ça peut vous aider quand même d'avoir le son et l'image avec enseigner et apprendre avec TV5 Monde. OK ? Donc après, on aura le temps, j'espère, d'en parler, de répondre à vos questions. Alors, ça, c'était pour la compréhension orale. À la fin, on va vous faire entendre un extrait en compréhension orale. On va voir comment vous arrivez à gérer les écoutes. Maintenant, je voudrais qu'on me parle un petit peu de la production orale. Qu'est-ce qu'on a dans la production orale? Exposé à partir de plusieurs documents écrits suivis d'une discussion avec le jury. Ça, c'est la base. Donc, vous voyez, il y a combien de temps là-dedans? Combien de moments? Dans cette phrase, il y a combien de moments différents? Combien de phases? Combien d'étapes, de choses différentes que vous avez à faire? Et quelles sont ces choses différentes que vous avez à faire? Dans cette première phrase, exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury. Je pense que 2. Oui, tout à fait. Lesquels, Francia? Merci. Francia, lesquels? Allô? Dans la première, Ah, exposé à partir de plusieurs documents suivis d'une discussion avec le jury. Il y a alors, 2. oui. Exposé et la Oui. discussion. Voilà. Exposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez parler seul. Oui. Et après, le jury va te poser des questions dans les discussions. Exactement. Et je parle avec eux. Exactement. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez avoir, à partir des documents écrits, vous devez parler, faire un exposé. Qu'est-ce que ça signifie faire un exposé? Alors, je pense que c'est présenter tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a eu. Oui, mais sous quelle forme? Pardon? De quelle façon? Pardon, on fait une dissertation de Menko B2. Alors, ça ne sera pas une dissertation puisque ce n'est pas à l'écrit, c'est à l'oral, mais ça ressemble. C'est-à-dire qu'il va y avoir des caractéristiques communes, c'est-à-dire une introduction, un développement, des parties, une conclusion. Ça sera organisé. D'accord? Ça, c'est votre responsabilité puisque c'est la première partie, vous êtes seul à parler. Et le jury ne vous interrompra pas. La deuxième partie, on va discuter avec vous sur votre exposé et sur le contenu des textes. D'accord? Moi, souvent, quand je suis membre du jury, je pose des questions sur des phrases un peu compliquées dans le texte pour vérifier si ça a bien été compris ou comment c'est interprété, etc. Bah, oui, il faut bien… C'est mon boulot de jury. Hein. Alors, vous avez plusieurs sujets au choix. Regardez la consigne, la première partie de la consigne. À partir des documents proposés, vous préparerez un exposé sur le thème indiqué et vous le présenterez au jury. Votre exposé présentera une réflexion ordonnée sur le sujet. Il comportera une introduction et une conclusion et mettra en évidence quelques points importants. 3 ou 4 au maximum. Donc, on est bien d'accord, cette réflexion-là, elle part des documents. Vous devez vous appuyer sur les documents. Vous pouvez rajouter des choses personnelles, mais il doit, cet exposé,
démarrer sur le thème, bien sûr, et sur les documents. D'accord? Quelques points importants. C'est-à-dire que vous allez travailler autour de quelques points importants qui vous sembleront importants et vous allez organiser votre exposé. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est de la médiation. C'est exactement de la médiation. Vous avez un contenu écrit et vous allez l'expliquer oralement. Et pour ça, il faut que ça soit organisé. D'accord? Donc, extrêmement important, qu'est-ce qu'on va avoir? Les mots de liaison. C'est très important, ça, les mots de liaison. Révisez vos mots de liaison. C'est pourquoi, ainsi, parce que, puisque, donc, en outre, par conséquent, de cette façon, si bien que, tous ces mots de liaison, hein, intégrez-les pour lancer votre réflexion. Et je vous assure que le jury est très attentif à ça, très attentif surtout à la variété des mots de liaison. Il ne faut pas avoir simplement donc. D'accord? Mais ça, c'est une question d'habitude. Vous connaissez tous ces mots. Hein? C'est juste une question de les revoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est revoyez ces mots de liaison, revoyez comment on structure une idée, vous exposez votre idée, vous donnez un argument, vous donnez un exemple. Parfait. D'accord? Et vous aidez le jury à passer d'une partie à une autre partie. Bon, j'ai terminé avec cette première idée qui me semblait assez importante pour bien vous faire comprendre les choses. Maintenant, je vous propose d'aller un peu plus loin, etc. D'accord, de faire comme je ne sais plus qui, parce qu'avec ces mosaïques de noir, là, j'arrive pas à voir, quelqu'un vient de dire comme une dissertation. Oui, c'est comme une dissertation finalement, hein, sauf que c'est oral. Donc, forcément, il y a des petites choses comme ce que je viens de faire. Donc, forcément, bon, des petites choses comme ça hein, qu'on n'a pas à l'écrit. C'est moins bien structuré qu'à l'écrit, mais il y a un plan et c'est ordonné. OK? Donc, pensée, mot de liaison, pensée, transition, pensée, introduction, pensée, conclusion. Déjà, si vous avez ça en tête, il y a 50% de la note qui est gagnée. J'ai une question. Et à ces points-là, on peut donner la vie personnelle ou pas? Oui, absolument, absolument. Hein. Là, vous exposez à partir, vous voyez, vous préparez un exposé sur le thème indiqué. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça sorte du thème, bien sûr. Hein. C'est sur le thème indiqué et à partir des textes, mais ça met en évidence quelques points importants. C'est-à-dire que c'est à vous de mettre en évidence ces points et c'est à vous de parler de ça. C'est votre réflexion. Ce n'est pas une synthèse des textes, c'est votre réflexion. D'accord. Merci. De rien. On va passer à la deuxième partie de la consigne, qui répond à votre question, Tatiana. Les documents sont une source documentaire pour votre exposé. D'accord? Une source. Vous devez pouvoir en exploiter le contenu en y puisant des pistes de réflexion et des exemples, mais vous devez également introduire des commentaires, des idées et des exemples qui vous soient propres, donc qui viennent de vous, afin de construire une véritable réflexion personnelle. En aucun cas, c'est marqué, vous ne devez vous limiter à un simple compte-rendu des documents. Si vous faites simplement le résumé des documents, là, ça ne marchera pas. Et c'est là où, vous vous rappelez, je vous ai dit en introduction, enfin au début, que c'est aussi votre culture générale, votre réflexion personnelle sont importantes. Il faut que vous ayez justement cette curiosité que vous avez de toute façon. Je veux dire, quand je dis il faut que vous ayez, il faut que les candidats en général aient cette curiosité des thèmes du monde actuel qui leur permettent d'avoir une réflexion personnelle.
et des exemples personnels. Vous voyez, il faut les deux. Il faut que vous utilisiez les textes, que vous montriez que vous êtes capable de comprendre les textes et que vous pouvez vous appuyer sur les textes pour parler et pour avoir une réflexion personnelle. Ça marche? Oui, oui, oui. D'accord. Merci. Très bien. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est à peu près clair, du coup, ce qu'il faut faire là? Il y a une question importante sur les chats. Voulez-vous Ah. que je la lise? Oui. Donc, Oui. dit quelles expressions ne doivent pas être utilisées pendant l'exposé? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors là, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je ne sais pas. On est plus capable de dire ce qu'il faut mettre que ce qu'il faut éviter. Bon, d'une manière générale, c'est à l'oral. Évidemment, il faut que ça soit quand même d'une bonne tenue grammaticale, lexicale. Même si, comme je vous disais tout à l'heure, en compréhension orale, vous pouvez avoir à comprendre des expressions très familières. D'accord. Mais en production orale, il faut éviter les expressions très familières. Il faut rester toujours dans la correction sociolinguistique. Problème fréquent des hispanophones et encore plus fréquent chez les sinophones ou chez les anglophones, c'est le tu et le vous. Même à un très bon niveau. Moi, je me souviens avoir vu à la résidence de l'ambassadeur, autrefois, avant la pandémie, quand il y avait des réceptions à la résidence de l'ambassadeur, une personne, une costaricienne qui était docteur en je ne sais plus quoi, en chercheuse dans je ne sais plus quel domaine, qui arrive et qui dit à l'ambassadeur « Salut, comment ça va ?» Évidemment, ça existe, salut, mais en correction sociolinguistique, c'est impossible. Hein, donc, vous voyez, ça, c'est les registres de langue. Il faut éviter de mélanger les registres de langue. Ça, c'est très important. Après, vous devez employer, je pense que vous devez employer du français standard, diversifié, avec un champ lexical assez étendu, et puis, comme je vous disais, une bonne maîtrise de tout ce qui permet d'avoir les liaisons entre les idées, les liaisons entre les parties. Si vous utilisez un système avec conditionnel, c'est très bien vu. Voilà. Conditionnel ou un peu de subjonctif par-ci par-là, c'est très bien vu. D'accord? Après, je ne peux pas vous dire ce qu'il ne faut pas utiliser à part ça, quoi. Ok. Il y a d'autres questions sur le chat? Parce que là, je n'ai plus le chat. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus le chat. Ça y est, c'est clair. D'accord. On va continuer. Ce que j'ai lu. Alors, quelques commentaires sur la production orale. Pour bien que vous ayez ça en tête. Quelques points à souligner qui sont importants. Vous choisissez un sujet. Vous avez 2 sujets au choix. D'accord? Ne perdez pas trop de temps à lire les 2 sujets et à vous dire, bon, alors, lequel, etc., etc. Il faut que ça soit fait assez vite. Parce que ensuite, vous avez du temps qui passe. Hein. Alors, choisissez-le bien, ce sujet. Hein. C'est un sujet où vous vous sentez capable de dire des choses. Et puis, vous gardez ce sujet. Vous ne passez pas d'un sujet à un autre, parce que sinon, vous allez faire HS, c'est-à-dire du hors-sujet. Et hors-sujet, ça enlève des points. D'accord? Donc, une fois que vous avez choisi votre sujet, vous ne changez plus, vous restez dedans et vous allez jusqu'au bout. Important, comme je vous ai dit, capacité à structurer l'exposé, le plan, l'intro, développement, conclusion. Capacité à sélectionner les points importants de plusieurs documents. Qu'est-ce qui est important dans le document? Qu'est-ce qui est simplement un exemple? Donc, essayez de voir
vraiment les grandes idées. C'est exactement comme la même chose que vous avez fait en université en espagnol. Exactement pareil. La capacité à utiliser les documents, donc, je m'appuie sur les documents. Vous pouvez le dire d'ailleurs dans votre exposé. Je sais plus, Monsieur Victor Hugo là, nous explique très bien que cela dépend de telle et telle chose. Bon. D'accord ? Vous pouvez donc utiliser ainsi les documents. Capacité à développer, à utiliser une culture générale. C'est votre culture générale. Développez-la encore, enrichissez-la en écoutant en français ou en lisant en français, mais aussi en écoutant et en lisant en espagnol, parce que ce sont des thèmes transversaux. Le changement climatique, c'est un thème transversal. La lutte contre la précarité, c'est un thème transversal. L'égalité des hommes et des femmes, c'est un thème transversal, etc., etc. Tous ces grands thèmes, il n'y en a pas 50, hein. C'est à peu près tout le temps les mêmes. Je suis sûr qu'il va y avoir des sujets sur l'école à distance et les problèmes d'attention des enfants. Je suis presque sûr qu'il va y avoir des sujets là-dessus qui vont être proposés. C'est des sujets que vous connaissez par cœur. Capacité à développer, bon, ça y est, je l'ai dit, capacité à exprimer des opinions et des réflexions en rapport avec un sujet hors de son domaine d'intérêt ou professionnel. Ça, c'est des sculpteurs. Donc, des opinions. Dites-le, je pense que, à mon avis, il est sans doute, il est fort possible que des choses comme ça qui montrent votre opinion, qui montrent votre engagement. Là encore, variez-les. J'estime que mon idée profonde, c'est que je ne suis pas tout à fait convaincu par cette idée-là, mais bon, vous voyez, toutes ces expressions qui vous permettent d'exprimer votre opinion, qui sont des éléments très clairs pour le jury, ça c'est important aussi. OK ? Alors, mes trucs et astuces. J'ai toujours des petits trucs à vous proposer. Vous allez faire votre production orale, prenez des notes, écrivez des notes, mais ne faites pas de phrases complètes. Qu'est-ce que j'appelle phrase complète ? Un verbe conjugué. Dès qu'il y a un verbe conjugué, il y a un sujet et il y a un complément. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez votre phrase. Si le verbe n'est pas conjugué, mais s'il est à l'infinitif, vous n'allez pas lire le verbe à l'infinitif. Vous allez être obligé de parler. D'accord ? Donc, surtout, évitez ce piège. N'écrivez pas vos phrases. Vous écrivez des éléments de vos phrases, suffisamment clairs pour que vous vous y retrouviez, suffisamment gros, suffisamment bien ordonnés, mais vous n'écrivez pas de phrases complètes. Si vous écrivez des phrases complètes, c'est garanti, vous allez lire. Et si vous lisez, ce n'est plus de la production orale, c'est simplement de l'oralisation d'un texte écrit. Donc, la spontanéité disparaît. Il faut garder cette spontanéité. Une autre idée, une autre astuce, préparez au besoin quelques idées en réserve pour la discussion. Gardez quelques petites choses, on ne sait jamais si, pas les idées les plus importantes, hein, mais des idées qui vous viennent et vous dites, tiens, ça pourra peut-être servir pour la discussion, si on me parle de telle ou telle chose, je pourrais rebondir là-dessus. Présentez rapidement dans votre exposé les documents dans l'introduction. Vous pouvez dire par exemple que l'origine des documents. Dire que ces documents, comme je l'ai indiqué, sont tirés de magazines courants, sont assez anciens déjà, ne reflètent pas forcément la réalité actuelle. Vous voyez, essayez d'avoir un petit peu de recul face aux documents, d'être capable de dire ce que sont ces documents, les sources documentaires, hein, et quelle est la valeur de ces documents. No solo eso, sino que entre medias hizo frente incluso a Bueno. Maria? Non.
Alors, annoncez un plan, 2 ou 3 parties au maximum, pas plus, et vous vous y tenez. À la suite de votre présentation des documents, vous dites, bon, ce que je vais vous proposer de comprendre dans une première partie les raisons pour lesquelles on peut dire qu'effectivement, il y a une plus grande précarité actuellement chez les jeunes du fait de la pandémie. Et j'essaierai ensuite d'analyser les possibilités d'action pour lutter contre cette précarité plus grande. Et finalement, j'espère qu'on pourra trouver, à partir notamment des idées de certains textes, des solutions réelles pour avancer vers le futur. Qu'est-ce que je fais là? Je présente mon plan. Là, j'ai un plan en 3 parties. Mais je n'ai pas dit premièrement, deuxièmement, troisièmement. D'accord? Plus vous avez des choses comme ça pour faire des phrases, pour montrer que vos idées sont liées, que tout ça est logique, là, je vous garantis, dès vos premiers mots, votre jury, paf, il va être capté et il va se dire, a priori, ça va être une bonne production. Vous êtes tous profs. Vous savez que les premiers mots, ça compte. Vous savez que même si on ne le veut pas, quand quelqu'un commence à bien parler, tout de suite dans la tête, on se dit « Ah, ça va être il va avoir une bonne note. » Et forcément, ça vous influence dans l'évaluation. Mais là, c'est pareil pour le jury. Utilisez des connecteurs pour faciliter l'écoute. Facilitez l'écoute du jury. Comme vous faciliterez sa lecture, c'est pareil. Il faut aider le jury à vous comprendre. Quand vous avez des connecteurs, hein, donc parce que c'est pourquoi, enfin, ensuite, ça aide. Ce sont des sortes de panneaux indicateurs pour indiquer à la personne qui est avec vous que là, vous passez à autre chose. Donc, ça facilite. Tout ce qui facilite est bon. Donc, comme je vous disais, se constituer une base de connecteurs pour les varier. Puisez dans l'actualité votre contexte culturel, géographique, ok. Regardez vos interlocuteurs, ils seront 2. Regardez vos interlocuteurs et souriez. Soyez détendus. Je sais que ce n'est pas facile de dire soyez détendus, mais essayez d'être… Bon, les membres du jury ne sont pas là pour vous manger. Il n'y a aucun membre du jury recruté chez les cannibales. Aucun. Il faut dissimuler alors. Écoute, quand on est prof, souvent on fait ça. Hein, on est un peu acteur. Hein, on sourit aux élèves et on n'a pas envie de les voir. Hein. Bon. Ok, ça c'est un truc. C'est des trucs que je vous donne. Ça marche? C'est presque la même chose que vous faites quand vous êtes prof, quoi. De toute façon. Alors, on continue. Alors, pour la discussion maintenant, mes trucs et astuces pour la discussion. Être capable de préciser, de nuancer les propos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez rester sur votre… si on vous dit… parce que le jury va faire exprès. Ah oui, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur ce point, pour voir un petit peu, pour vous embêter. Comment vous répondez? Vous n'allez pas répondre en disant « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison ». Ce n'est pas la discussion, ça. Vous reprenez ce qu'a dit votre interlocuteur en faisant quelque chose. Oui, on peut dire ça. On peut être d'accord avec vous sur cet aspect-là, mais pas sur tout. Je pense que, etc., etc. C'est-à-dire que c'est à vous de reprendre l'initiative. D'accord? La discussion, c'est vous qui la menez. On va vous poser des questions. D'abord, le jury va vous poser une question, mais après, c'est vous qui essayez de rebondir sur ce qui vous intéresse. D'accord? Vous répondez à la question, mais vous revenez sur votre domaine connu, sur ce que vous avez préparé.
mais sans vous opposer frontalement à l'examinateur. N'oubliez pas que ce n'est pas une lutte que vous devez avoir, mais vous devez, comme dans une vraie discussion, être capable d'expliquer clairement vos arguments, de les mettre en avant et de les illustrer par des exemples, de les discuter. Alors, attention, ne pas se laisser démonter, c'est-à-dire perdre ses moyens en phase de critique ou d'objection. C'est pour vous faire réagir. Donc, réagissez avec le maximum de sûreté. Toujours en vous dominant. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Hop. D'accord? C'est pour ça que être toujours poli, agréable, souple sur la discussion, mais ferme dans ses idées, c'est important. Et là encore, c'est la même chose. Quand on a un débat entre gens civilisés dans n'importe quelle langue, on fait ça. Ce n'est pas simplement un exercice linguistique, c'est un exercice de capacité à argumenter. Et là encore, je reviens sur la même idée, ce n'est pas simplement un test, un diplôme de langue, mais un diplôme qui fait entrer en jeu d'autres compétences que tout le monde n'a pas, mais que vous, professeurs, vous qui avez fait des études, vous qui avez eu des diplômes, etc., vous êtes capable d'avoir ces compétences-là. Ça va? Oui. Bon, si Francia m'a dit oui, c'est bon, je continue. Ah, merci. Merci. Merci, Francia. Alors, avec plaisir. La prochaine fois, je vous annonce déjà ce qu'on va faire la prochaine fois, mais on va avoir un petit moment quand même avant, puisqu'il nous reste une demi-heure, ça va aller impeccable, c'est ce que j'avais prévu. La prochaine fois, on va parler de la production écrite. Ah, la production écrite. Ce qu'il faut en retenir, comment il faut le faire, comment aborder l'exercice de synthèse à l'aise. Je fais exprès de faire un petit jeu de mots là, et comment marquer des points dans son essai, puisqu'on va avoir la synthèse et l'essai. D'accord? Ça sera pour la prochaine fois. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire de la demi-heure qui vient? Alors, évidemment, si vous avez des questions, on peut les poser, mais on voulait vous faire écouter aussi vous montrer des petites choses qui peuvent vous être utiles pour la compréhension orale surtout. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais le recommencer sur une autre chose. Alors, le problème, c'est que… Alors, est-ce que vous avez des questions pendant ce temps? Comme ça meuble. Si vous avez des questions, ça me permet de me retrouver plus facilement. Non, merci, c'est bien. Ah, ben vous ne m'aidez pas là. José David, je suis sûr que tu as des tas de choses à dire, toi. Je voudrais juste vous dire que il faut vraiment tenir en compte les trucs et les astuces qu'il a partagé Jean-Claude, surtout avec l'introduction à vos discussions, à votre plan. Tenir clair les idées du plan que vous allez mettre en place lors de la production orale et utiliser, je vais vous parler de l'article proposé par Monsieur Machan qui commence. Donc, cette petite intro, ça nous rassure, ça aussi nous calme un peu et du coup, vous commencez à avoir plus clair vos idées et rentrer tout droit au plan que vous avez déjà rédigé. Donc, c'est bien même les petits points que vous dites, c'est pas grave ça. Non, attention, tous les trucs qu'il vous a donnés, ce sont des choses bien importantes. Merci José David d'avoir meublé, comme on dit, pendant que je cherchais. Alors,
Je voudrais vous proposer là, de jeter un coup d'œil sur le site de TV5 Monde, sur Enseigner avec TV5 Monde. Vous voyez là, dans la barre d'outils, hein, enseigner.tv5monde.com. Si vous tapez Enseigner avec TV5 Monde, vous allez le trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, comment ça fonctionne? Alors, vous avez un système de filtre qui est sur la gauche. Sinon, vous tapez directement là-dessus, vous mettez sur cette recherche et puis vous cliquez là, toc, comme ça, et vous allez avoir tous les filtres qui vont apparaître. Ça prend un petit peu de temps, mais ça vous donnera les filtres par niveau, par compétences, par thème, par zone géographique, public, durée de vidéo, temps de préparation, collection. Donc, vous avez beaucoup de choses. Il y a plus de 3000 documents. Donc, quand vous les aurez tous entendus, je pense que ça sera bon hein, pour le DALF. Alors, ça, c'est bien aussi pour les profs que vous êtes. Moi, j'aimerais bien faire une formation sur TV5 Monde, sur Enseigner avec TV5 Monde, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires pour la compréhension orale avec cet outil. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire maintenant. On va aller regarder du côté du C1, justement. Hein. Donc, je clique sur C1 et puis je vais avoir un certain nombre de propositions. Bon, là encore, c'est un petit peu lent parce que c'est des vidéos, hein, donc c'est forcément un peu lent. Donc, voilà, j'ai un contenu là, de C1, plusieurs possibilités. Hein. Et donc, je vous conseille, moi, d'écouter, de regarder ces extraits vidéo qui sont toujours des documents authentiques et qui sont intéressants parce qu'ils sont accompagnés de fiches. Par exemple, on va prendre « Comment vivre heureux par temps de catastrophe ». C'est bien parce que vous pourriez enlever l'image et ça vous fait de la radio. Parce que finalement, l'image n'est pas très importante puisque c'est une personne qui est interviewée. Donc, ce n'est pas grand intérêt. Vous voyez ici, à droite, vous avez les fiches enseignants, PDF ou documents DocX, fiches apprenants, fiches matérielles. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir avec vous, d'ouvrir la fiche apprenant et la fiche matérielle. Parce que vous allez vous mettre en situation d'apprenant. Donc, vous allez avoir des questions. Et les questions, ça va être intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de répondre comme si vous étiez finalement en situation de DALF. Par exemple, identifier le sujet de l'émission. Que nous dit André Comte-Sponville à propos de sa personne, son époque, de son œuvre, etc., etc. D'accord? Ça va vous donner donc des éléments pour aller plus loin dans la compréhension du document. Okay? Faites ça comme si vous étiez élève, comme si vous étiez étudiant. Après, l'astuce, c'est que vous avez, faut que je me sorte de ça, mais voilà. Vous avez la fiche enseignant qui vous donne les réponses. Puisque c'est pour bâtir un cours, ça. D'accord? Donc, commencez par la fiche apprenant. Souvent, vous avez besoin de la fiche matérielle en même temps. Vous écoutez et vous essayez de répondre aux questions. Et puis après, vous vérifiez avec la fiche enseignant qui vous donne les réponses. OK? On va faire un petit essai. Je vais vous faire écouter cet extrait. On ne va peut-être pas tout prendre, on va peut-être prendre que 5 minutes, que 4 minutes, d'André Comte-Sponville, tout simplement parce que c'est d'un très bon niveau et que ça pourrait tout à fait être un document authentique que vous pourriez avoir dans le DALF C1. Alors, je vais lancer ça, vous allez me dire si vous écoutez, si vous l'entendez plutôt, et puis on va laisser passer quelques minutes et vous allez essayer de prendre des notes. Moi, ce que je vous conseille, vous prenez des notes sur le sujet global, sur la philosophie de Montaigne, sur le temps de la catastrophe actuelle. Essayez de prendre des notes
et puis pour voir votre capacité globale de compréhension. On y va? C'est bon l'écoute? Oui, monsieur. C'est l'un des philosophes les plus lus, traduits dans le monde depuis le petit traité des grandes vertus notamment. Merci André Course-Ponville d'être avec nous. Et on va parler de Montaigne. On va parler de ce dictionnaire amoureux publié chez Plon dans cette collection absolument exceptionnelle. Montaigne, pourquoi? Parce que Montaigne est un philosophe d'aujourd'hui. C'est un philosophe qui nous parle du monde que nous vivons en ce moment. C'est d'abord le plus libre des esprits libres. C'est ensuite le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi, je dirais l'un des deux plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez le niveau auquel on se situe. Et cet écrivain de génie est aussi un excellent philosophe qui a lu tous les philosophes de l'Antiquité, que tous les modernes vont lire, et qui, de ce point de vue, est comme la plaque tournante de notre modernité. Enfin, c'est un génie sympathique, ce que tous les génies ne sont pas. C'est un homme extrêmement attachant. Le lire, c'est devenir son ami. Les plus grands l'ont dit. Et puis enfin, en effet, c'est un penseur pour aujourd'hui. Parce que 4 siècles après sa mort, il nous apprend à vivre heureux, le plus heureux possible, c'est-à-dire heureux partant de catastrophes. Et cette modernité-là, parce qu'on parle de la violence aujourd'hui, on a raison de la condamner, mais Montaigne, il a vécu les guerres de religion, des dizaines de milliers de morts. On parle de la Covid-19, Montaigne, il a connu la peste. Et donc, confronté à ces dangers terribles, il nous donne des leçons de vie, des leçons de sagesse. Par exemple, puisque vous en parlez, il nous dirait quoi? Il ne faut pas avoir peur de la Covid aujourd'hui? Oui, il dirait la même chose que Jean-Paul II, avec un peu plus d'ironie, mais n'ayez pas peur. Parce que vous dites, parce qu'au fond, vous êtes montagnien, du coup. Je suis montagnien, oui, à bien des égards. Et Montaigne nous dirait, j'ai vécu bien pire. Parce que la peste, le taux de létalité était proche de 100%. Rappelons que la Covid-19, le taux de létalité, d'après les spécialistes, est entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que si vous attrapez la Covid, vous avez en moyenne 99,5% de chances d'en réchapper. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se protéger. Je porte le masque, je respecte les gestes barrières, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de se laisser dominer par la peur. Montaigne écrit dans les Essais, ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Eh bien, c'est une formule que je me suis souvent répétée ces jours-ci. Je n'ai pas spécialement peur de la Covid-19, j'espère y réchapper. Et puis, en même temps, si je meurs, il faut bien mourir de quelque chose. Mais j'ai peur de la peur. J'ai peur de cette société où tout le monde se méfie de tout le monde, où on reproche aux jeunes de sortir, de danser, de faire la fête, alors qu'on les vaut par ailleurs au chômage en raison des conséquences économiques du confinement. Bref, moi, je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour l'avenir de mes enfants que pour ma santé de quasi-septuagénaire. Oui, mais ça, ce n'est pas le discours majoritaire, on va dire, aujourd'hui. C'est aussi votre discours. Oui, mais vous l'adoptez. Et au fond, vous diriez que Montaigne, du coup, est un rebelle à l'ordre établi. Le plus libre des esprits libres. Être toujours contre, ce n'est pas être libre. Et donc, il n'est pas révolté par principe. Être toujours pour, ce n'est pas non plus être un esprit libre. Et s'agissant de la Covid, moi, je l'ai dit, le confinement, je l'ai respecté. Je porte le masque, je respecte les gestes barrières. Mais j'espère d'apporter un peu de complexité, un peu de recul, un peu de nuance. Et du coup, ça affole tous ceux qui ont tellement peur. Et souvent, je commence à dire « je porte le masque » et je vois après, je reçois des messages, gens qui me disent « vous êtes contre le masque » alors que je le porte comme n'importe qui. Ça veut dire que nous sommes soumis à une forme de politiquement correct que j'appelle le sanitairement correct, qui est le contraire de la liberté de l'esprit. Eh bien, Montaigne, qui est un maître de liberté, nous apprend à résister à cette pression sociale, à cette peur qui est en train d'écraser notre société. Voilà. Bon. Pouvez-vous faire quelques petits commentaires? Il y a Priscilla qui lève la main. Priscilla? Oui, j'avais une question, mais c'était par rapport à ça. C'était par rapport au… Mais non. Allez-y, allez-y. Allez-y, Priscilla. Ah bon. C'est par rapport au C2. En fait, je sais que ici on est par rapport au C1, mais le C2, c'est pour qui? C'est pour quel type de personnes? C'est pour des enseignants? C'est pour… C'est vous dans quelques mois, tout simplement. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler du C2 là maintenant, mais c'est…
C'est à peine plus difficile, je dirais, que le C1. Mais il faudrait qu'on ait du temps pour en parler. C'est un autre type de diplôme. C'est différent parce que, vous voyez, le C1, par exemple, il ressemble à ce que vous avez connu parce qu'il y a 4 parties. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. On est d'accord. Ça ressemble à ce qu'il y a même depuis le DELFPRIM. Bon. La différence avec le C2 change un petit peu. Il y a 2 épreuves. Il y a l'épreuve écrite et l'épreuve orale. L'épreuve écrite, c'est quoi? C'est la capacité à lire des documents écrits et à en faire quelque chose. Donc, c'est rassembler. Pour faire quelque chose, pour faire la production, il faut nécessairement faire la compréhension. Et ça sera exactement la même chose pour l'oral. Vous allez avoir à écouter un extrait encore plus long que pour le C1 et vous devrez en faire un exposé très argumenté. Donc, il y a une sorte on assemble en fait compréhension et production à l'oral et compréhension et production à l'écrit. Ça va être la grande différence avec le C1. Mais bon, ce que je vous donne comme conseil, vous réussissez tous le C1 et puis on fait l'année prochaine une formation sur le C2. D'accord. C'est parce que j'ai vu le matériel là sur enseigner.tv5 Monde qu'il y avait pour le C2, donc bon, je me suis demandé. Oui. Mais je vous dis, C2, c'est vous bientôt. Hein. Ça peut déjà être vous en plus. Sauf que là, on prépare le C1. Marine Milena, qui lève la main. Moi, Marine, je suis Milena. Ah, okay. Pardon, Milena Marine, oui. Oui, ok, bon, ce que j'ai compris, c'est que, bon, en fait, c'est un des plus importants philosophes, après Victor Hugo, bien sûr, qu'il parle qu'il faut vivre heureux, même les catastrophes qui nous a arrivées dans le monde entier, quoi. Comme par exemple la peste, le COVID-19, et c'est dans tout le pays qui ont essayé les plus grands, bon, les politiciens, on va dire, ou les gens qui ont le pouvoir dans le monde, qui ont essayé de nous soumettre à la peur. Et comme dit le monsieur et André, qui dit que, bon, il n'y a plus de... la peur, c'est le pire, quoi. La peur de la peur, ok? Oui. Bon. Et même il dit que même s'il n'est pas Jean-Paul II, et qu'il garde tout le temps de l'espoir, et on va dire, il est tout le temps bienveillant, quoi, face aux défis de la vie et face aux maladies même. Et qu'il existe aussi, il a dit aussi qu'il existe de pires choses comme le chômage. Et on voit tous dans le monde entier que on est dans le chômage et il y a aussi la précarité, comme vous dites, chez les étudiants et chez des familles qui à cause du chômage et de la peur à sortir, même si on doit respecter tout, porter sa masque et respecter la distance, quoi. On doit vivre, quoi. On doit continuer. Et c'est ça. Absolument. Vous avez saisi l'essentiel, effectivement, de cet extrait. Si vous aviez à faire l'exposé, il faudrait organiser ça sous forme de plan et puis rajouter des éléments personnels. Par exemple, vous pourriez parler de ce qui se passe au Costa Rica, justement, dans l'économie actuelle du Costa Rica, comment les gens vivent avec cette peur, etc., etc. Vous voyez, ça pourrait tout à fait faire l'objet
de votre exposé. Il ne vous manque pas grand-chose là. Il ne vous manque pas grand-chose pour faire l'exposé complet à partir de ce que vous avez dit. Roy, tu levais la main? Et oui, oui, bien sûr. Et bon, ce qui m'a attiré l'attention, tout d'abord, c'est qu'une phrase qu'il a dit, et les deux messieurs sont d'accord, c'est que Montaigne est un philosophe d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il est un philosophe qui, avec tout ce qu'il a vécu, maintenant, il est très présent. Alors, on peut comparer les deux époques et on peut voir que sa philosophie est maintenant présente et qu'il nous enseigne à vivre bien. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, il faut savoir vivre propre. J'ai bien compris ce que dit le monsieur. En plus, une chose qui m'a touché beaucoup, c'est qu'il a comparé à Montaigne comme autre gars que c'est Victor Hugo. C'est-à-dire qu'il a mis la même balance tous les deux. Et je crois que, bon, c'est très intéressant parce que à rapporter un philosophe comme Montaigne de nos jours et les comparer avec ce qu'il a vécu et ce qu'on vit maintenant, c'est très intéressant, je crois. Et en plus, ici, comme vous disiez, dans notre pays, avec tous ces problèmes que nous avons, tantôt économiques, comme aussi avec les Covid-19, ça me semble très intéressant de cette émission, ce programme, je crois. Oui, que vous retrouverez facilement. Vous allez sur TV5 Monde et vous pourrez l'entendre en entier. Alors, pourquoi je vous ai choisi ça? Parce que ça pourrait être à la radio. Hein. Vous voyez, l'image, elle est fixe. C'est pas important, là, l'image. On pourrait tout à fait entendre la même chose à la radio. C'est-à-dire que vous pourriez tout à fait entendre cet extrait-là dans le DALF C1. C'est exactement le genre de choses que vous pourriez entendre dans le DALF C1. Il y a un certain niveau de langue. Ça n'empêche pas que parfois il se coupe un petit peu. Des fois, c'est un peu difficile à entendre parce que le journaliste commence une phrase et puis André Comte-Spanville n'a pas fini, il reprend. Vous voyez, des fois, il y a des petites imperfections, comme il y a dans la réalité. Donc, vous pourriez tout à fait avoir ce genre de choses. Et puis, comme tu l'as dit, Roy, comme Milena l'a dit aussi, ça parle de… En fait, on parle de Montaigne ici, mais on parle de la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est toujours, on va avoir des thèmes contemporains, des thèmes actuels, des thèmes qui vous touchent. OK ? Donc, ça peut tout à fait être quelque chose qui ressemble à ce que vous pourriez avoir. Bon, vous avez vu, il y a un certain rythme, il y a une certaine tonalité. Il faut s'habituer à écouter ça. Mais je pense que vous n'êtes pas loin du tout de ce niveau. Hein. Il faut vraiment, c'est une question d'entraînement. Donc, suivez un petit peu ça. C'est regardez tout ce qui est, enfin, de temps en temps, ces petites émissions là que vous trouvez sur Enseigner le français avec TV5 Monde. Et je pense que ça peut être très intéressant. Juste un mot sur apprendre le français avec TV5 Monde. Là, c'est du côté plutôt apprenant. Alors, avec apprendre le français, vous avez simplement 4 niveaux, A1, A1, A2, B1, B2. Mais vous pouvez aller sur le niveau B2 et ça vous sera quand même très utile parce que souvent, c'est B2 et B2+. Hein. Donc, là, c'est pareil. C'est pas… forcément, vous allez comprendre tout ce qui est dit, mais c'est pour vous donner une aisance, un petit peu, une habitude, un entraînement, pour vous faciliter un petit peu l'écoute. D'accord ? Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour cette partie-là. Et juste maintenant, une autre chose que vous pouvez trouver. Alors, c'est pareil. Il faut que je fasse disparaître momentanément mon plein écran. Alors voilà, là c'est sur France Éducation, c'est sur le site du CIEP, qui s'appelle plus CIEP maintenant, mais France Éducation. Hein. Donc vous avez des sujets, alors vous allez trouver ça, vous allez trouver le lien sur le bloc-notes que vous a concocté amoureusement José David. Donc je vous fais écouter l'extrait, l'exercice 1 du DALF. C'est un vrai DALF, ça, cette fois-ci. Hein. Donc, vous pourrez l'écouter, vous pourrez le réécouter, vous pourrez aussi répondre aux questions, hein, José David, avec ce bloc-notes. Donc, je vous fais écouter ça au moins le début.
Monsieur, excusez-moi, Pardon. excusez-moi, je veux faire une question. Oui. C'est moi, Laura. Bonjour, bonjour, Laura. bonsoir, enchantée. Merci. Et tout d'abord, merci pour toute l'information et la formation que vous nous donnez. C'est une question concernant la compréhension orale. Et est-ce que les questions qu'on nous pose, les questions que David nous a recommandé de lire et entendre avant de faire l'écoute, vont toujours nous guider parce que d'après cette écoute qu'on vient de réaliser, j'ai noté qu'il y a beaucoup d'éléments culturels et beaucoup d'ornements, pour le dire d'une façon, qui puissent nous distraire du thème central. Alors, c'est facile qu'on fait attention à d'autres choses qui peut-être vont nous éloigner du thème de l'écoute, du thème principal, disons. Alors, est-ce que les questions qu'on nous pose vont toujours nous guider sur les thèmes ou est-ce que c'est partie de, disons, de la complexité de l'exercice? Les deux à la fois. Les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en général, effectivement, les questions vont porter sur des aspects un petit peu majeurs du propos, mais ça peut être parfois sur des détails. Vous savez très bien que dans les aspects linguistiques, on aime beaucoup, toujours, dès qu'il y a des chiffres, par exemple, dès qu'il y a des proportions, etc., on aime beaucoup poser des questions là-dessus. Et même au DALF, alors que ce n'est pas forcément le plus important. Ça pourra être dans un exemple. Mais globalement, quand même, les questions sont effectivement sont en rapport avec les éléments les plus importants du document. De toute façon, là encore, l'essentiel, ce n'est pas que vous compreniez tout, c'est que vous puissiez répondre aux questions. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas utiles pour répondre aux questions, tant pis, vous les laissez tomber. L'essentiel, c'est d'avoir le maximum de points. D'accord. Merci beaucoup. Ciao. De rien. Bon, je vous fais écouter cette petite partie. Essayez de prendre des notes, comme si vous étiez au DALF. Pas longtemps, hein, parce qu'après, je voudrais laisser la parole à Ramon s'il est toujours là. Il fait que rien n'est plus sérieux au monde que de se maquiller, que la première des techniques est le cosmétique. Cette semaine, nous allons parler du bonheur, on n'est pas très loin. Pas le bonheur simple, le petit bonheur que chantait Félix Leclerc, non, le bonheur statistique, le bonheur national brut, le BNB, le vrai. Notre monde est évalué par des chiffres illisibles pour le commun des mortels, comme par exemple notre richesse, qui est celle du pays, identifiée par le PNB, le produit national brut. Le PNB ne serait pas le reflet de notre bonheur. Les dirigeants politiques, voyant la dette augmenter, ont découvert un argument solide, vous nous le direz en tout cas, un drame, une catastrophe, en créant de l'activité économique, augmente le PNB et donc la présomption de bonheur. Alors Michel, faut-il changer le thermomètre ? C'est une très vieille question. Ce n'est pas une question contemporaine. Elle a été posée dès le début. On a réfléchi à l'économie, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et je crois qu'Auguste Comte déjà l'avait posée au début du XIXe siècle. Et cette question est très simple. Et en effet, elle peut se poser sur un cas concret tout simple. Prenons un accident de la route qui devient un accident mortel. Eh bien, c'est vrai, cet accident-là, quoi qu'il peut coûter 2 ou 3 morts et 10 blessés, eh bien, il augmente brut le PNB, c'est-à-dire le produit national brut, et tout simplement, il occupe des ambulances, il occupe des médecins, il occupe des infirmiers, il occupe des entreprises de pompes funèbres, il occupe des ferrailleurs qui vont prendre le cadavre de la voiture, il occupe les constructeurs d'automobiles qui vont revendre de nouvelles voitures neuves. D'une certaine manière, cet accident, on peut le classer comme une aubaine économique. Voilà, une aubaine économique. Alors, bon, ça, c'est quelque chose qui sort du DALF, hein, que vous trouvez sur le site du CIEP, enfin maintenant France Éducation Internationale, puisque ça a changé de nom. Et cette émission-là, ça vient de France Info. Elle a été prise dans France Info. Donc, c'est pour vous dire hein, que effectivement, c'est les sources dont je vous ai parlé qui sont utilisées pour faire les exercices du DALF. Donc, écoutez ça. Alors, vous avez entendu, il y a deux personnes avec des voix très différentes, des intonations différentes, des accents différents.
et avec une réflexion, vous avez des acronymes, le PNB et le BNB qui se ressemblent. Vous voyez, je suis sûr qu'il y a une question sur le BNB et le PNB. C'est presque certain qu'il y a quelque chose là-dessus. Bon, alors que c'est un détail. Bon, vous avez entendu aussi Michel Serres, donc celui qui parle beaucoup, qu'on a entendu à la fin, il a une série d'exemples. On n'est pas obligé d'entendre tous les exemples ou de comprendre tous les exemples. Ce sont des exemples. L'essentiel, c'est l'idée principale. Donc, il faut arriver à saisir l'idée et puis voir les exemples après et voir s'ils sont importants ou non pour répondre aux questions. OK ? Ça, vous le retrouvez sur le site de FEI, mais aussi directement sur le bloc-notes de José David. Comme vous allez retrouver mon PowerPoint que je vous ai présenté là aujourd'hui. Ramon, es-tu là? Ramon. Je suis là. Ah, c'est comme les esprits, vous savez, esprit, es-tu là? Ramon, es-tu là? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots, donc du coup assez vite maintenant, malheureusement, sur la compréhension orale? Est-ce que tu peux diffuser en compréhension orale ou ce que tu as en compréhension orale dans tes merveilles de méthode? Oui, bon, c'est dans le livre, par exemple, de Dalf, il y a toute une partie de compréhension orale et c'est très bien parce que ça commence en expliquant les preuves, un peu, disons. Il explique la durée, combien de points, combien d'exercices, et les consignes et un peu les structures. Et après, il va petit à petit, il vous explique comment prendre des notes, les connecteurs, il propose certains connecteurs pour pratiquer un peu les connecteurs, commencer à repérer les connecteurs. Ça commence à construire aussi des outils que vous allez utiliser après et dans les autres parties de l'épreuve, disons. C'est une construction, on va du plus simple, disons, au plus compliqué. Donc, et à la fin de chaque partie, chaque étape, il y a un entraînement plus précis et des exercices tels comme l'épreuve. Donc, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait. Je lui partageais à José David une partie des preuves blanches, la partie de compréhension orale. Et il l'a trouvé sur un site internet. Je suppose qu'il va mettre le lien sur le Teams, sur le bloc de notes. Et là, vous pouvez, c'est une partie qui est gratuite, comme ça vous pouvez pratiquer cette partie-là avec les audios. Et donc, c'est très important vraiment de commencer à faire des exercices simples, de commencer à écouter, mais aussi à commencer à prendre des notes et voir comment est-ce que les questions sont posées, parce qu'elles sont en ordre, mais ce n'est pas vraiment évident. Des fois, la première écoute, vous prenez des notes à côté des réponses, et après, dans la deuxième écoute, vous vraiment arrivez à repérer la vraie réponse. C'est vraiment d'être très attentif. Je pense qu'il faut faire un peu de la méditation, quelque chose comme ça, être très tranquille vraiment pour être concentré au mot qu'on entend, parce que des fois, c'est des émissions, comme on a dit Jean-Claude, c'est des documents vraiment authentiques. Des fois, ils vont très vite, des fois, c'est des thèmes un peu techniques. Et donc, je pense que, mis à part d'utiliser les livres, que bon, c'est les meilleurs outils qui existent vraiment, mais aussi faire des rencontres, de parler avec des copains, vous rassembler, essayer de faire des discussions. Par exemple, ce samedi, nous aurons une petite présentation d'un auteur français qui habite ici au Costa Rica, Claude Lena, qui était professeur au lycée français. Il va présenter un livre. Donc, c'est un peu de la sociologie et il va y avoir un peu de la discussion. Comme ça, vous pouvez voir comment est-ce que les gens vraiment expriment, parce que la manière d'exprimer les idées des Français sont très structurées. Ça, ils les enseignent du collège, le lycée. Et après,
Et c'est ça que les évaluateurs attendent un peu, disons. C'est vraiment cet esprit de discussion, c'est vraiment de s'engager, avoir des idées et pouvoir les présenter et les soutenir. Donc, mis à part d'utiliser les livres, je pense qu'il faut être vraiment sortir de votre coin de professeur et vraiment, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont de culture générale, donc il faut savoir beaucoup de ce qui se passe dans le monde, parce que, disons pour moi, quand je présentais l'épreuve, c'était vraiment parce que j'ai pu soutenir un thème et pouvoir le discuter, parce qu'ils vont vous poser des questions un peu compliquées. Donc, la partie de compréhension, ça va vous vraiment aider à arriver à la partie de dissertation et la partie de production orale. C'est vraiment vous écouter pour apprendre, après vraiment utiliser ces mêmes outils après. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si Jean-Claude veut ajouter quelque chose d'autre. Merci Ramon. On a aussi des webinaires. Je vous ai envoyé aujourd'hui à tous un lien pour un webinaire sur la francophonie de Michel Fouché. Je vous ai envoyé ça par mail sur votre mail MEP. Donc, profitez de toutes ces occasions, c'est gratuit. À chaque fois, c'est d'un niveau assez élevé et c'est des bonnes occasions pour écouter. Ramon, de toute façon, le livre que tu proposes, on peut l'acheter à la librairie, mais on peut l'acheter en ligne aussi, je suppose. Et oui, bon, on n'a plus en stock maintenant, donc on peut le commander parce qu'ils sont tous vendus au début de l'année. On attend la commande pour qu'ils arrivent. Mais oui, vous pouvez nous joindre à libreriafrancesa.net ou par Facebook ou par Instagram et on peut vous réserver les livres, comme ça vous pourrez l'avoir. Je pense que c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Alors, c'est l'heure de la fin. Ce qu'on vous propose, c'est que vous-même vous organisiez en petits groupes de 4, 5 et que vous cherchiez des documents authentiques sur TV5 Monde, par exemple, sur France Info, etc., etc., et que vous essayez, vous, de bâtir une épreuve un petit peu pour les autres. Donc, vous choisissez un document et puis vous choisissez des questions que vous posez aux autres par écrit. Et puis, comme ça, chacun écoute un petit peu et écoute et lit et essaye de répondre aux questions. Je pense que ça serait un exercice assez utile. Travaillez ensemble, posez-vous les questions, aidez-vous, écoutez. Voilà. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à la même heure. Et où est-ce que tu veux dire quelque chose? Ben, pas vraiment. Ben, attends, parce que je n'ai perdu mon... OK, là, OK. Et non, pas vraiment. Et toujours remercier beaucoup la participation de tous nos collègues. Et Jean-Claude, Ramon, José David, toute l'équipe qui est par là. Donc, je pense qu'on commence et on est sur la bonne route de travail. Donc, bravo et allez. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne chance. Merci. À la prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, madame. Bonsoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, merci. Merci Jean-Claude. beaucoup. Au revoir à tous. Bonsoir. Au revoir et merci beaucoup. Merci, Au revoir, au revoir. Sophia. Et commençons à étudier. Merci, au revoir.